quelqu'un me dit je suis d'extrême gauche ou d'extrême droite ou apolitique, bah, je vais discuter avec lui normalement. Je vais pas faire mon grammaire nazi. T'es apolitique? Ah, tu peux pas être apolitique. T'as fait ton lacet du pied gauche en premier, t'es de gauche. Ah, non, tout est politique. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Si le gars te dit il est apolitique, laisse-le dire qu'il est apolitique au bout d'un moment. Ou en tout Tu cas, sais, c'est partir de ce point de vue-là pour partir de ce commencer. point de vue-là. Et ça rejoint l'injonction à dire des conneries, à pas savoir ce qu'on dit, à avoir le droit de se tromper et de pas avoir d'idées précises, en fait. On s'en fout. On est des non-binaires de la politique. Tiens, c'est bien, ça faudrait que je la garde. Je suis un non-binaire de la politique. Non mais je suis d'accord avec toi, mais la politique elle est mise à toutes les sauces de nos jours. Moi j'en ai ma claque qu'on politise tous les sujets. Ouais, c'est sûr que ça chauffe un peu en ce moment. Mais c'est à cause des militants ça. Ils nous font chier à tout voir par leur prisme idéologique. Bah parfois ils sont un peu tatillons, mais bon, faut les comprendre aussi. Ils mettent des combats importants pour eux, et ils sont énervés quand les autres ne voient pas que les comportements qu'ils ont peuvent avoir justement des impacts sur leur propre combat. Ce sur quoi ils essayent justement de combattre. Ouais bon, mais il y a des milliers de problèmes dans la vie. Moi aussi j'ai des problèmes, et je demande à personne de s'en occuper, hein, je me débrouille tout seul. Avec la SJW qui se mêle de tout, après tu me diras, il y a les droitards qui sont pas mieux et qui sont même plus violents, hein, donc bon, entre la gauche et la droite on est bien servi. Moi j'en ai juste marre que tout le monde politise des trucs alors qu'il n'y a pas à les politiser. Il y a des sujets qui sont politiques et d'autres qui ne le sont pas, point. Faut arrêter avec ça. Moi je suis comme psychodélique, je suis non-binaire de la politique. Laissez-moi tranquille. Salut les curieux et les curieuses, bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous êtes prêts de parler de politique. Alors comme le montre Monsieur Science, il y en a beaucoup d'entre vous certainement qui doivent ressentir la même chose, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de se voir renvoyer la politique toujours à la tête. Alors que ça les intéresse pas, ou alors qu'ils estiment ne pas en faire, parce qu'ils n'en parlent pas, ou en tout cas ils pensent ne pas en parler. Non mais ça suffit, à un moment donné ils ont que ce mot-là à la bouche. Ça va, je pense qu'on a compris. Alors je vais montrer qu'il y a des incompréhensions sur le mot politique, dû aux multiples sens que le mot comporte en lui. Donc je montrerai 4 sens possibles du mot politique, que j'appliquerai ensuite à 3 thématiques différentes, pour voir un peu comment la politisation et la dépolitisation du thématique peut se faire. Alors le premier sens du mot politique, c'est celui le plus usuellement entendu, c'est celui de l'électoralisme. C'est ceux des professionnels de la politique, donc les politiciens. Donc leur métier c'est de faire la politique afin d'être institués à un poste, donc de se faire élire. À côté de ça aussi, dans ce sens-là, on peut mettre ceux qui les supportent, donc qui font des discours en leur nom, qui promeuvent leur parti, ou qui promeuvent une personne pour qu'elle se fasse élire. Le deuxième sens, c'est celui de la bataille des idées, des mœurs, de la morale. Donc là, c'est les discours ambuants dans la société, à la télé, dans les journaux, qui véhiculent un message sur le monde social, qui porte en lui des valeurs politiques, soit de gauche, soit de droite, avec toutes les variantes que comporte en elle-même la droite ou la gauche. Le troisième sens, c'est celui de la création de lois, donc le système législatif lui-même, donc interne ou alors externe, c'est-à-dire les influences qu'il peut y avoir justement à côté du processus législatif, comme par exemple les manifestations pour ou contre une loi qui vont influencer le Parlement, tel qu'on a pu le voir récemment avec les réformes des retraites ou du chômage. Macron! Putain! Explosion! Le quatrième sens se situe plus sur l'étymologie du mot lui-même. Le mot politique est relié au grec politikos, qui veut dire globalement citoyen, et qui signifie plus largement la gestion d'une cité, et de nos jours ce qui la compose en termes de rapports sociaux, d'inégalités, de crimes, tout ce que vous voulez. Bref, il y a beaucoup de thématiques possibles dans ce sens-là, et c'est souvent ici que la confusion se fait. Parce que n'importe quel discours fait sur un objet du monde social peut véhiculer des messages politiques. Même si c'est pas son intention, ça peut avoir des répercussions, des conséquences dans le monde social, car quasiment tout peut être un sujet de politisation. Donc peut faire l'objet d'une loi. C'est ça que ça veut dire politisation, c'est faire une loi dessus afin de gérer, afin de corriger, de gérer ce qui ne va pas, ou au contraire afin d'enlever une loi justement pour assouplir, pour mettre plus de liberté, ou tout simplement parce qu'on n'estime plus que la conséquence est néfaste, ou alors on accepte le fait qu'elle soit néfaste pour privilégier d'autres personnes, d'autres catégories, etc. Enfin, c'est vraiment très varié. Une petite récap ça serait pas de mal là je pense. Ouais, t'inquiète pas, j'allais y venir. Sens 1 et politique, l'électoralisme. C'est-à-dire faire campagne pour un poste politique ou pour la promotion d'un autre. Le sens 2 est politique, ce qui est de la promotion de certaines idées, mœurs ou morales. Sens 3 est politique, un discours protestataire militant ou une manifestation par rapport à une loi. Que ce discours ou cette manifestation soit pour ou contre la loi, pour ou contre l'instauration d'une loi. Sens 4 est politique, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une cité, donc dans la société.
Donc plus largement, le monde social et matériel, les rapports sociaux, tout peut être politisable. On peut très bien politiser ou dépolitiser un objet social, un événement, une chose, tout ce que vous voulez, afin que ceci ne soit pas pris en compte ou moins pris en compte ou pris d'une autre manière dans le processus législatif et électif. Le but avoué, donc ça peut être la cause, c'est justement d'arriver à un résultat électif ou législatif, mais aussi on peut juste changer les mœurs par exemple, même si ça aura forcément une influence sur le processus législatif et électif, vu que pour se faire élire il faut avoir un public, donc des idées qui correspondent avec ce public. Donc si on change les mœurs ou les idées du public, on va forcément changer les idées qui sont bonnes à utiliser pour se faire élire. Bon, quand je parle d'objet social, ça correspond un peu tout et n'importe quoi, hein. Bon, maintenant que c'est plus clair, enfin du moins je l'espère, on va détailler les 3 thématiques. Donc le rire, les mots et les choses. J'adore rire. Alors comme le disait Bergson, le rire nécessite une mise à distance de l'empathie. En effet, il est plus difficile de rire si on a un lien relationnel avec la personne qui vit une situation difficile. Ça peut être un groupe, une catégorie de personnes, peu importe. Car on est pris dans les mailles émotionnelles qu'incombe toute relation. C'est pour ça qu'il est plus aisé de se moquer d'une souffrance lointaine qu'une souffrance proche, à moins qu'on ait beaucoup d'autodérision. L'empathie demande une proximité temporelle et spatiale. Voyons en quoi. Alors comme on peut le voir avec les commentaires sur Twitter, les commentaires en bas des vidéos de YouTube, il est plus facile de se moquer à travers un écran. Déjà parce qu'il n'y a pas la pression physique, mais parce qu'aussi il y a une espèce de proximité spatiale qui fait qu'on peut pas se moquer d'une personne qui nous voit se moquer de lui. C'est plus difficile. Ça demande plus de désempathie justement. Une question à se poser, c'est les conséquences de ce rire. Si ce n'est du moins pour nous, en tout cas pour d'autres. Tant pour ceux qui en rient, donc nous-mêmes, ça peut aussi, que pour ce sur quoi on rit ou sur qui on rit. Dans le cas de Twitter, l'espace qui nous relie aux événements est mis à distance par un écran qui s'interpose en travers de nous et la réalité qu'on perçoit. Cet éloignement spatial diminue les possibilités de ressentir de l'empathie sans les annuler. C'est justement le rappel à la norme. Et là on va voir toute la politisation du rire qui peut être faite. Car le rire, la moquerie, permet de rappeler à l'ordre quelqu'un qui a effectué un comportement déviant par rapport à ce qui est normalement fait. Ça peut être dans une culture donnée, mais ça peut aussi être un groupe. On appelle la pensée de groupe par exemple. Quand un groupe est très fortement idéologisé par rapport à certaines idées, il y a énormément de normes. Mais tous les groupes ont des normes à respecter, des comportements à ne pas faire, à faire, des idées à dire ou à ne pas dire, ou à le dire d'une certaine façon et pas d'une autre. Et si on est déviant par rapport à cette norme, il peut y avoir une moquerie qui s'installe pour nous rappeler à l'ordre de la norme. C'est une des méthodes, hein, c'est pas la seule. Il peut y en avoir d'autres, comme la mise à distance ou l'exclusion. Être une enfant belge dans une école française peut par exemple suffire à des personnes pour être trouvées bizarres et légitimer une moquerie par rapport à ça. Bon, là en l'occurrence c'est des enfants, mais bon, c'est des futurs adultes. Je sais pas, est-ce qu'on peut juger un enfant par rapport à son devenir? Si je restais plus longtemps, je crois que j'aurais fait une bêtise. Quoi comme bêtise? Le suicide. Romane, comme beaucoup d'enfants, a été victime de harcèlement. Pour l'adolescente, le cauchemar débute quand sa famille décide de déménager en France. Ça a commencé un peu à dégénérer quand on a su que j'étais belge. Ils ont commencé à m'insulter, sale belge, sale frite, va retourner manger des frites. On me reprochait souvent aussi de ma façon de m'habiller. Des mois passent et après ils commencent à faire des plus grosses insultes comme connasse, pute, salope. À force de l'entendre, je me disais que je l'étais vraiment. Le rire peut être dépolitisé dans ses intentions. On peut rire sans penser à mal, ni vouloir induire un comportement différent par rapport à une déviance. On rit juste parce que le décalage nous fait rire. Alors le décalage, c'est un principe dans le rire. Il y a un comportement normal, à côté de ce comportement normal, il y en a d'autres qui dévient par rapport à cette norme, et c'est le décalage entre le comportement normal et le comportement déviant qui nous fait rire. Mais c'est pas pour rapprocher et lui dire reviens dans la norme. Le rire n'a pas toujours cette intention-là, même s'il a pour conséquence souvent celui-ci. Donc le rire peut parfois être un peu naïf quant aux conséquences qu'il peut avoir. C'est pour ça que le rire, des fois, nécessite une proximité relationnelle, justement pour créer cette relation d'intimité avec une personne, et qu'il ne se sente pas obligé de se changer quand on se moque de lui. Il sait que c'est un rire d'amitié, et c'est son comportement singulier qui fait rire son ami. Dans un live, Psychodélique s'explique un petit peu sur ses vidéos, pourquoi il attaque toujours, entre guillemets, les progressistes, et pour lui, il le fait pas dans une intention politique, il le dit très bien qu'il est non-binaire de la politique, justement, mais il le fait car ça le fait marrer. Ah, il a bien raison d'ailleurs. Je suis un non-binaire de la politique. Ni homme, ni femme, ni gauche, ni droite. Démerdez-vous avec ça. Respectez mon identité de genre, mon identité d'expression, mais surtout mon identité
politique. Alors comme le dit Bouzeux dans sa vidéo, à la fin des fins, ce qui compte c'est les conséquences de tes actes, et pas l'intention ou non de les faire. Même si en réalité ça compte de savoir les causes qui ont amené à ces conséquences, parce que si tu es raciste, ça va changer tout ton comportement tout le long de ta vie. Ou en tout cas on sait que les conséquences de tes comportements viennent justement du fait que tu es raciste. Alors que si tu le fais sans t'en apercevoir, c'est plus facile de te changer, c'est plus facile de te faire prendre conscience de tes conséquences, et peut-être que c'est moins systématique, ça va moins durer dans le temps, c'est dans moins de situations, enfin il y a plein de variables qui font que les causes ont quand même de l'importance par rapport aux conséquences. Car cela donne une idée du degré d'importance à donner à cette personne ou à cette catégorie de personnes par rapport à son propre combat politique. Mettre en dérision certains événements du mouvement wokisme, progressiste, surtout en se focalisant dessus comme le fait Psycho, peut avoir des conséquences d'une part sur le type de public qui le regarde, mais aussi sur l'appréciation ou la dépréciation que peuvent avoir ces personnes sur le mouvement progressiste en général, et ainsi diminuer les possibilités de politisation d'un espace plus safe pour eux, dans le monde social comme matériel, en limitant la possibilité de création de lois autour de ces thématiques-là, et de ces catégories de personnes, voire même rendre plus possible des lois liberticides pour eux, et ceci par une fluctuation négative dans les représentations cognitives et affectives de la population. Dans le cas de Psycho, des personnes qui regardent ces vidéos. Là où ça devient problématique et compliqué, c'est que si on suit ce principe, il ne faudrait pas rire de tout mouvement ou toute catégorie de personnes qui sont objectivement ou subjectivement perçues comme dominées. Donc comme des catégories de personnes à protéger par des lois par exemple. Donc ça peut passer par ne plus rire d'eux, plus se moquer d'eux, plus montrer les dérives qu'il peut y avoir dans ces groupes, etc. Si bien sûr on accepte ses responsabilités dans les conséquences de nos causes, qui sont parfois, voire souvent, difficiles à percevoir. Lier son rire, sa moquerie d'une chaise perçue comme raciste, C'est rigolo. Ça suffit. à une conséquence lointaine d'une aggravation du climat raciste ne paraît pas forcément comme très évident à faire. On peut se moquer uniquement de l'idée qu'une chaise puisse être raciste. Car encore faut-il percevoir le climat comme raciste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De plus, le lien entre un événement et un autre n'est pas toujours vérifiable facilement, surtout en sens humain, tant dans l'espace que le temps qui les sépare. De plus, la responsabilité ne va pas de pair. On peut très bien décider d'être égoïste, ce qui constitue d'ailleurs à mon avis une bonne partie de notre quotidien, de nos actions en général, ou en tout cas pour une personne, je dirais lambda. Le rire ici est un événement politique, par les conséquences qu'il pourrait avoir, même s'il est dépolitisé dans les intentions selon Psychodélique. Alors oui, personnellement, je ne pense pas qu'il mène un combat politique, même si ce qu'il fait peut avoir des influences politiques. En l'occurrence, des influences sociales, mais comme vous l'avez vu avec les différentes définitions, la politique c'est aussi un enjeu de lutte dans le monde social. Donc quelque part, tant que vous vivez dans le monde social et que vous émettez des discours publics, ou même des discours, on va dire, semi-publics, ou semi-privés comme vous voulez dans la rue ou au bar ou ce que vous voulez, vous avez une petite influence sur le monde politique. Donc la création de lois, les mœurs, les représentations, les comportements aussi en font partie. Après, le tout c'est de savoir si on accepte de diminuer sa liberté pour offrir plus de sécurité à des personnes qui en ont peut-être besoin. Et de savoir si notre empathie va jusqu'à prendre soin d'une conséquence qui peut paraître lointaine et incertaine, et où notre responsabilité individuelle est indirecte, car on est une toute petite part, à titre individuel, des conséquences collectives. Mais il est essentiel de prendre conscience de sa part individuelle dans celle collective. On peut ajouter que ceux qui vont voir Psycho sont en majorité dans cet humour grinçant. Est-ce que les gens qui sont anti-LGBT avant le sont plus après? Et ceux qui l'étaient le deviennent-ils pour autant? Personnellement, je pense que pour certains, oui. Mais il est du ressort de chacun si son empathie va jusque-là, et si son égocentrisme, donc protéger son petit monde, est plus important par rapport aux multiples conséquences de nos actes possibles. Quelque part, on ne peut pas vivre sans créer de dommages. Donc il faut accepter un certain dommage autour de soi quand on utilise sa liberté. Encore un sujet possible aussi, c'est l'absence d'acte. Parce qu'on dit souvent qu'être neutre, c'est être de droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est neutre, on ne prend pas parti. Ce faisant, les structures qui sont en place, c'est celles qui ont plus de chances de gagner. La gauche voulant le changement perpétuel, la droite a un conservatisme en général de base. Donc quand on est neutre et qu'on ne prend pas parti, on est plus de droite que de gauche parce qu'on ne veut pas le changement. Et qui ne veut pas le changement est plus de droite que de gauche. Quelqu'un qui est neutre, c'est quelqu'un qui renforce le conservatisme par défaut en fait. C'est pour ça qu'on dit que t'es plus souvent de droite quand tu es neutre. Tiens, mais ça me rappelle un penseur italien là, à la mode en ce moment, Gramsci. Ouais, en effet, il a travaillé là-dessus. Je vais vous lire un morceau si tu veux. Alors Gramsci était un intellectuel de la gauche italienne que Mussolini a fait enfermer parce qu'il avait peur du personnage. Alors il a développé la majorité de sa pensée dans les cahiers de prison, donc en prison. Et c'est dans ceci qu'il a développé son concept phare d'hégémonie culturelle.
Donc là, on retrouve le sens de la politique, au sens de la bataille des idées, des mœurs, de la culture, de la morale. Prendre soin de ce dont on ne subit pas les conséquences est plus ardu, car ça demande un décentrement de soi pour s'ouvrir aux problématiques d'autrui. Donc le premier acte déjà, c'est d'écouter ce que l'autre a à dire sur ce qu'il subit dans sa vie. C'est pour ça qu'on entend souvent chez les féministes de les écouter pour savoir ce qu'elles vivent au quotidien, comment elles le vivent, pour être au plus près de leurs propres problèmes que les hommes par exemple ne vivent pas. En tout cas sur ce point-là. En tout cas sur certains points. Mais aussi on peut faire le choix de se concentrer sur ses propres problèmes et ne pas trop s'ouvrir aux problèmes des autres. On peut estimer qu'on en a assez, ou qu'on en fait assez déjà pour les problèmes de certains autres, et qu'on va pas s'ouvrir à tous les problèmes. Comme disait Lucchini, c'est dur d'être de gauche parce que justement il faut prendre soin de beaucoup de choses, et ça demande en fait énormément d'efforts, de changement de comportement, de changement de modalité, une diminution drastique de plein de libertés qu'on pouvait avoir auparavant. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile d'être totalement de gauche, on va dire. Finalement. Moi, je suis pas de gauche. Oui. Donc, non. Mais ni Parce de droite. que j'aimerais être de gauche. Mais ça demande tellement de qualité humaine. Et du courage. Et ça demande tellement d'abnégation. Parce qu'on ne peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni dans le 16e. On doit être prêt à collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays, et on doit sacrifier sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. La responsabilité objective dans une relation de corrélation n'est pas forcément évidente dans le monde social, car l'effet de celle-ci est difficile à percevoir, en tout cas à titre individuel, et pose beaucoup de questions sur autant de thématiques et d'acteurs possibles, qui sont reliés entre eux par un espèce de filament façon toile d'araignée. Alors comme je l'ai déjà dit, il est plus facile de prendre soin de ce qui nous touche de près. C'est pour ça par exemple quand on a vécu un drame dans une famille, et qu'il y a quelqu'un qui est mort d'un accident de la route, derrière par exemple on va créer une association pour combattre la vitesse ou l'alcool au volant. On est concerné par le sujet. Donc on va en prendre soin. La majorité du temps, on opte pour un égoïsme relatif. Et le flottement de la ligne de responsabilité est variable, et ceci suivant le vécu individuel, collectif, culturel ou national. Non, ça m'a l'air d'être un boulgui-boulga ton truc là, non? Ouais, j'avoue que ça part un peu dans tous les sens ton truc là. C'est le principe. C'est pour montrer toutes les responsabilités qu'on pourrait choisir de prendre dans tous les liens corrélationnels dans lesquels nous sommes pris. Donc on pourrait faire le choix de changer nos comportements en fonction de ces liens corrélationnels qui nous appartiennent à titre individuel. Donc c'est assumer sa part individuelle dans celle collective. Encore une fois, c'est un choix. Personnellement, il y a plein de choix que je ne fais pas pour améliorer la vie d'autrui. Par ailleurs, ces choix ont des coûts variables tant en intensité qu'en énergie à déployer, ou en termes de liberté à diminuer, et l'effort requis peut parfois être élevé, d'autant qu'on fait déjà des efforts à côté, et que l'effort n'est pas toujours segmenté. Si on fait beaucoup d'efforts dans un domaine, on va avoir du mal à faire autant d'efforts dans un autre. Bon, le rire peut aussi être politisé, c'est-à-dire utilisé comme un moyen de communication pour faire véhiculer ses idées, par le rire et surtout par la mise en dérision. La différence, c'est qu'ici, la conséquence est désirée par son auteur. Contrairement à ce que, personnellement, je pense par rapport à Psychodélique, qui ne désire pas les conséquences qu'il va pourtant causer à son échelle. À droite, le cas le plus typique, c'est Papacito. Oui, je sais, j'ai plus de barbe. Mais je filme ça 10 jours après. Donc normal, la barbe, ça pousse. Naturel. Papacito est connu pour sa verve et sa gouaille, tous deux très développés. Il a une facilité à s'exprimer, à faire des analogies, des métaphores plus ou moins drôles, plus ou moins loufoques. Mais en tout cas, qui au vu de son succès, ça plaît quoi. Et je doute que tous ceux qui rient aux blagues de Papacito, moi-même j'en ai fait partie à quelques occasions, soient tous d'extrême droite. Et c'est justement là où le rire et la dérision peut être une porte d'entrée pour les avancées idéologiques de la droite. Donc pas forcément transformer les personnes qui regardent en des droitards forcenés, mais de transformer le logiciel idéologique en étant plus consentant avec certaines idées de droite et en étant moins consentant avec certaines idées de gauche. Le principe, c'est plus ou moins ça, c'est de créer une balance sociale plus en sa faveur ou en étant plus neutre par rapport à sa position. Il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il a une espèce de sas de décompression de la droite. Et lui, son rôle, c'est d'être un passeur justement par l'humour pour attirer des personnes qui sont pas très au fait de la politique, ça les intéresse pas trop. Et là, ça les fait rire. Du coup, petit à petit, se politisent sans s'en rendre compte, en fait, ce qu'on appelle les normies, en gros. C'est ceux qui sont le plus sensibles à ce genre de rhétorique par le rire, la mise en dérision, la moquerie, etc. Pour ensuite qu'ils aillent voir des gens un peu plus sérieux, un peu plus intellectuels, comme Rochdy, comme Zemmour,
ou d'autres encore. L'humour permet de désamorcer d'une part l'intelligence critique. Donc comme je l'ai dit, l'humour permet de désamorcer un petit peu l'aspect politique du sujet et donc d'approcher certaines personnes qui sont pas sensibles à la politique ou ça les gonfle, ils aiment pas ça, etc. Et comme je l'ai dit dans le 4e sens du mot politique, tout est sujet à politisation. Donc tout sujet peut être plus ou moins politisable dans un sens de la gauche, dans un sens de la droite, dans un sens du centre, même si le centre emprunte un petit peu à la droite et à la gauche. Mais bref, en tout cas, tout est politisable au niveau électif, au niveau représentationnel, au niveau des lois. Donc tout est possible à politiser plus ou moins. On ne va pas faire non plus des excès, mais je ne vais pas politiser mon verre d'eau par exemple. Il peut y avoir un petit peu des excès de ce côté-là, ce que montre parfois Psychodélique dans ses vidéos. D'autre part, il permet de diminuer l'empathie que peut avoir une personne par rapport à la souffrance justement d'un autre, d'une catégorie de personnes, etc. ou même d'un événement. Car le rire permet de mettre à distance, de se mettre à distance soi-même par rapport à la souffrance de l'autre. Et ne pas se sentir imprégné, concerné par la situation qu'il est en train de vivre. Bon, quant à Papacito, son projet est clair, hein, lui, il veut dézinguer le progressisme. Il veut faire passer une France nationaliste, bon lui il est royaliste, mais bon il sait que ça marchera pas tôt, mais en tout cas une France fière d'elle-même, avec des couilles, avec des épées, avec une armure en acier. Crépuscule des titans, qui saignent du nez et qui transpirent abondamment des burnes. Château fort et pont-levis, carnage et croisade, siège et catapulte. Une plongée épique, en immersion sauvage dans les hauts faits qui ont forgé la légende de nos puissants ancêtres pour l'éternité. Enfin, lui, il est vraiment dans le délire Moyen-Âge, je pense qu'il rêverait de retourner à cette époque. Mais bon, il sait que ça n'arrivera pas, mais il aimerait bien voir une France virile, fière de ses couilles, fière de son histoire. Une France un peu violente, on va pas se le cacher. Il a une fascination pour la violence que je trouve assez étrange, je dois dire. Une autre conséquence de la mise en dérision, de la moquerie, c'est de couper l'esprit critique. Hein. Quand on rit, quand on se moque, bah souvent on réfléchit pas vraiment à l'importance de ce qui a été dit, est-ce que c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux, quelle valeur ça a, etc. Ça va diminuer la qualité réflexive que vont avoir les personnes par rapport au sujet qu'ils regardent. Parce que, y compris ceux qui sont d'accord avec lui ou ceux qui sont pas d'accord, eh ben, ils vont avoir une espèce soit d'émotion positive, soit d'émotion négative. Mais après, c'est pas tout le temps vrai sur tout le monde, mais c'est une généralité qui, à mon avis, marche plutôt bien sur un pourcentage assez fort de la population. Mais bon, ça, c'est des statistiques à la louche. Mais après, les moqueries vont être reprises, ça va servir un petit peu de gimmick entre nous. Quand on va rencontrer un mec de droite ou un mec de gauche, on va se servir de ce qui a été dit dans la vidéo comme moquerie. Enfin, du coup, c'est vrai que ça coupe la qualité des discussions qui vont se passer autres. Faut pas voir que la conséquence dans la vidéo, mais qu'est-ce que ça va apporter autour. Bon, petite conclusion vite fait sur cette petite partie. On peut faire le choix de diminuer sa propre liberté afin d'offrir plus de liberté et aussi de sécurité à d'autres personnes qui pourraient peut-être subir des conséquences lointaines et incertaines, certes, de se rire un petit peu parfois naïf. Mais il te demande pas j'ai de mon penser, opinion. penser, Bah si, t'es en train de me dire, Je te donne la définition des mots, je te donne la on définition s'en fout de la définition des mots. Non, on s'en fout pas, non. Non, on s'en fout pas. Non, c'est le plus important en fait. Les gars, laisse-moi m'exprimer. Politiser un objet social revient à rendre visibles ses conséquences et à en donner pour nous les causes. Le tout donnant un aspect plutôt négatif ou plutôt positif suivant notre point de vue idéologique, politique par rapport à lui. Le dépolitiser en revanche revient à rendre celui-ci comme n'ayant que des conséquences minimes et donc par là même négligeables politiquement parlant. Il sort ainsi du champ des représentations des sujets politiques, par conséquent législatifs et électifs, car non perçu comme un sujet sur lequel il est important de faire des lois dessus, donc de légiférer. Bon, la question est, peut-on se foutre de la définition des mots? Il est évident que la réponse est non. Déjà, ça se voit dans une discussion simple, hein. Si on n'a pas la même définition du même mot, souvent il y a des quiproquos qui s'installent, on discute pendant 1 heure sur un sujet, mais en fait on ne parle pas du tout de la même chose. Donc il est nécessaire d'avoir une référence sémantique similaire par rapport aux mots qu'on utilise, et il est également nécessaire de demander avant ce que ça veut dire pour la personne en face, tel mot, justement pour éviter de partir sur des mauvaises bases d'incompréhension non clarifiées. Mais oui, c'est clair. Mais il n'y a pas que dans la communication, je dirais, du quotidien que c'est utile la définition partagée des mots. Garder la définition d'un mot qui a été conquis de haute lutte par l'histoire, par les combats historiques, par les événements historiques, est un travail quotidien par les militants, les militantes, de tous bords, que ce soit à gauche, à droite ou au centre. Par exemple, Zemmour récemment parlait du fascisme et de l'hitlérisme, donc les nazis, et en changeait un petit peu la nature historique. Je parle du mot fascisme et du mot nazisme. Le mot prend son sens à la fin du 19e siècle,
Mais il est principalement utilisé depuis Mussolini, qui a justement créé le parti fasciste. Alors le mot vient de l'italien fascio, qui vient d'un emblème d'autorité des Romains. Alors Mussolini il avait une fascination pour les Romains, et à un moment il a fait la marche de Rome. Le 27 octobre 1922, après un grand rassemblement à Naples, les chemises noires, les miliciens du parti fasciste de Benito Mussolini, menacent de marcher sur Rome pour s'emparer du pouvoir. Le refus du roi Victor Emmanuel III d'instaurer l'état de siège pour les arrêter entraîne la dissolution du gouvernement libéral. 2 jours plus tard, le roi fait de Mussolini le nouveau président du Conseil. La marche sur Rome se transforme en parade, les fascistes triomphent. La Première Guerre mondiale a laissé l'Italie ruinée dans une crise profonde. En réponse aux troubles sociaux et à la menace révolutionnaire, l'ancien journaliste Mussolini crée en 1919 les faisceaux de combat, des corps francs de vétérans et déçus de la guerre pour exalter le sentiment national et faire le coup de poing contre les syndicats et les mouvements ouvriers. Rejoint par la jeunesse bourgeoise, soutenu par les propriétaires et l'armée, il brise les grèves et sème la terreur dans les communes rurales et les organisations de gauche. 2 ans plus tard, Mussolini rassemble les faisceaux dans le Parti national fasciste, mais n'obtient pas les succès électoraux escomptés en dépit de l'essor de son mouvement. Face à un gouvernement faible, jouant de la menace d'un coup de force de ses troupes, il se pose alors en homme du recours. Le soutien tacite de la monarchie, du patronat et de l'Église qui voit dans les fascistes un rempart contre les communistes et un soulèvement social, le propulse au sommet de l'État. À la tête d'une coalition de droite, le Duce obtient rapidement les pleins pouvoirs et remodèle les lois électorales en sa faveur. En 1924, le chef du Parti socialiste italien, qui dénonce les manipulations et la violence fasciste, est assassiné. Pour couper court aux protestations, Mussolini muselle la presse et dissout les partis politiques. La dictature et l'État totalitaire s'installent. Pour Zemmour, Mussolini est quelqu'un de gauche, car il a été au parti communiste, et il était proche des nazis, et eux étaient un peu socialistes, parce qu'il y avait national dans leur nom. Parce que le parti exact, c'est le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Ça, c'est le nom complet nazisme. Bon, on va pas se le cacher, la logique est un peu faiblarde. C'est pas juste se dire quelque chose que ça veut dire qu'on est cette chose. Surtout si on change la définition du mot, donc du coup on change la référence dans la réalité de ce que veut dire le mot. Donc forcément on peut s'arranger plus ou moins comme on veut avec les mots et qu'il y a un combat pour garder certaines définitions ou un combat pour changer la définition. Ça dépend encore une fois le bord idéologique, politique à laquelle on appartient. Les nazis avaient des pratiques un petit peu socialisantes dans le sens où ils offraient des vacances en groupe, comme ça si on avait bien pour les bons travailleurs. Mais bon, globalement c'était plus pour maintenir la population sous le seuil de conscience et pour éviter qu'un peu ils se préoccupent de ce qui se passe réellement dans les camps de concentration nazis. Et pour les maintenir un petit peu aussi, je veux dire, en poste, parce que bon, quand il y a une récompense, on ferme un peu plus facilement les yeux. Bon, ce serait long à démonter l'argumentation comme quoi, en fait, le parti nazi n'est pas socialiste et le parti fasciste n'est pas de gauche non plus. Mais pour faire simple, qu'un des deux groupes ne veut installer une société égalitariste, ce qui, me semble, est le projet commun de la gauche, et qu'en plus Mussolini réprimait les partis ouvriers, les partis syndicalistes. Pareil pour les nazis. Je vais reprendre l'argumentaire du bouseux. À gauche, on se fout de ce que tu es, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Ouais, mais est-ce que l'on est que ce que l'on fait? Des fois, on fait des trucs, mais on n'est pas en accord avec. Donc, ce qu'on fait, c'est pas toujours ce que l'on est, non? Être ou ne pas être. Ne pas être. Bonne question, mais c'est pas dans cette vidéo qu'on va en parler. La gauche est plus matérialiste, elle se préoccupe moins des valeurs que des conséquences de ces valeurs dans le monde. Donc les conditions matérielles et sociales des existences de chacun et chacune. Rapacito aussi fait ce rapprochement dans une petite vidéo sur Valeurs Actuelles du nazisme avec la gauche, qui pour lui est de la gauche, avec un argument tout aussi pété. Bref, je vais mettre la petite vidéo en lien pour ceux qui veulent voir par eux-mêmes. Hitler avait les ennemis les juifs en tant que juifs, une idée totalement non présente dans le corpus idéologique de gauche. Chez les individus, je dis pas, mais bon, il y en a toujours. Mais dans le corpus théorique, il n'y a pas cette idée d'essentialisme. Il n'y a pas cette idée d'essentialisme ni d'expansion territoriale de l'espace vital qui était très présent autant chez les fascistes que chez les nazis. Plus largement, les mots du quotidien peuvent aussi être manipulés, remplacés par d'autres, soit d'autres mots, soit un autre sens, pour changer la représentation d'une partie du réel. Dans le sens usuel du quotidien, un mot n'a pas forcément une référence politique directe, mais peut influencer les représentations par rapport à lui, cognitivement,
donc au niveau des idées, et après influencer aussi par rapport aux émotions et aux affects positifs ou négatifs qu'on peut avoir par rapport justement à ces idées et donc par rapport aux catégories du réel auxquelles renvoient ces idées. Et par là même les mots qu'on met sur ces idées. Donc l'utilisation de certains mots à la place d'autres ou de certaines définitions par rapport à d'autres peut avoir des conséquences dans la réalité au niveau des lois, au niveau de la législation, au niveau de l'exécutif, au niveau des représentations, etc. Donc le sens politique du mot peut être changé ou carrément effacé. Il y a un exemple très concret, c'est au niveau des charges patronales. Les patrons parlent justement de charges patronales et pas de cotisations sociales, afin de faire oublier l'utilité sociale qu'a justement ces mesures de transfert d'argent, afin de faire oublier l'utilité sociale de ce prélèvement. Donc la charge est connotée comme quelque chose de pesant, donc ça ajoute une espèce de poids fictif, et par là même une espèce de petite émotion négative. Eux ils font ça justement pour accentuer le côté négatif, car la mesure selon eux pèse sur la flexibilité des entreprises qui ont du coup du mal à s'adapter à la concurrence et la compétition généralisée. Ah ouais, en effet j'avais déjà entendu parler de ça. C'est vrai que suivant les combats politiques que tu vas mener, tu vas pas utiliser effectivement les mêmes mots, ça paraît logique. Alors c'est tout à fait ça, mais en plus c'est même pas que cognitif, comme je l'ai dit, c'est affectif aussi. À force d'entendre associer un mot à une représentation négative, et ça va donner une représentation négative par rapport au mot et ce qu'il représente dans la réalité. Il peut y avoir une association qui se crée comme ça entre les deux, et après ça peut influencer encore tout ce qui est au niveau politique. Ça m'a l'air un peu simpliste vu comme ça. Pourtant c'est un peu comme ça que marche la pub. En neuromarketing, ils savent très bien étudier les réactions neuronales, surtout dans le système limbique, afin de voir comment la pub agit sur toi, en fonction de ce qu'ils mettent comme image, musique, etc. Et le système limbique, dedans il y a le système émotionnel, donc c'est là où c'est un peu dur de farfouiller. En gros c'est le subconscient si tu veux. Donc l'introspection est dure à faire à ce niveau-là, En effet, oui, il y a des réactions par les images qui ont été prouvées au niveau limbique, donc au niveau émotionnel. Donc ça a des conséquences sur les appréciations, dépréciations qu'on peut avoir sur des objets du réel. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet impact, justement c'est pour montrer que ça impacte, l'utilisation d'un mot impacte tout un processus cognitif et affectif. À ce sujet, il y a une psychologue spécialiste de la mémoire qui a démontré justement que la mémoire est influencée juste par le changement d'un mot. Et on va se rappeler des événements de différentes manières en fonction simplement de la connotation plutôt positive ou plutôt négative d'un mot. Par exemple, si on utilise le mot heurter ou cracher lors d'un questionnaire après avoir vu justement une vidéo d'une voiture qui rentre dans une autre voiture, la scène sera jugée plus violente avec le mot cracher qu'avec le mot heurter. Et par exemple, il y en a qui vont voir des débris de verre alors qu'il n'y en avait pas, si le mot est utilisé, alors que si c'est le mot heurter, les morceaux de verre apparaîtront beaucoup moins lors du questionnaire, comme étant un événement qu'ils ont perçu, alors que tout le monde a vu la même vidéo. Ça y est, l'étape a été franchie. Vous l'avez peut-être vu sur les internets, la dernière vidéo de Sciences Po Paris. Donc, comme dira l'autre, ils nous ont expliqué pourquoi, manger, si on est français, c'est raciste. On s'y attendait un petit peu. I'd like to tell you about the idea of food whiteness in French culture. By this I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. Oula, mais c'est quoi que tu nous montres là? Ça m'a l'air totalement bidon. J'avoue que là, je sais pas trop quoi penser honnêtement. La nourriture raciste, je suis dubitatif. Alors c'est vrai que la première réaction, c'est un petit peu, on va pas se le cacher, la moquerie. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais je rappelle que le rire et la mise en dérision nuit à la santé réflexive. Et que surtout la validité de l'argumentation n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais plus de montrer par ce titre un peu absurde que tout objet du monde social peut être potentiellement politisable. Après il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences sociales dans l'utilisation, dans la relation entre une personne et un objet du monde social. Un blanc avec un métro, est-ce que ça va être la même relation qu'un noir avec un métro, un arabe avec un métro, un roumain avec un métro, enfin tout ce que vous voulez. Des anthropologues ou des sociologues justement étudient ces phénomènes divers, et justement un qui a étudié la relation aux toilettes publiques. Et donc ce sociologue là, il en a conclu quoi des toilettes? Alors c'est un peu long à expliquer, mais pour résumer, il parle du droit de se soulager et pense par exemple à l'utilisation des toilettes par les personnes sans domicile, et donc le fait qu'elles soient gratuites et pas trop éloignées les unes des autres afin qu'ils puissent justement faire ça dans les toilettes et pas dehors. Mais aussi de voir la différence qu'il y a avec celles qui sont dans des quartiers plus riches et payantes. Donc de voir s'il y a des différences au niveau géographique, donc la localisation des toilettes en fonction de tel lieu. Est-ce qu'il y a telles toilettes qui sont organisées de telle façon, qui sont à telle distance les unes des autres, ainsi que le type de public qui les fréquente, etc. Tout cela traduit des politiques de ville, englobant une politique plus large géographique, englobant une politique nationale plus large,
avec une politique des territoires, des communes qui privilégie telle catégorie de personnes, tel espace pour telle raison. Souvent pour des raisons électorales, on va pas se le cacher. Ah ouais, je vois où ça mène. Effectivement, ça colle bien avec une politisation d'un objet social. On peut voir les conséquences que ça a et le rapport social et le rapport que les gens ont avec cet objet social en fait. Et du coup faire des lois par rapport à ça. Aménagement urbain, ce genre de truc. Non ouais, j'aime bien. Bah ouais, c'est l'idée. Tiens, mais en parlant d'idées, la politique c'est aussi beaucoup d'idées. Pourquoi t'en as pas parlé? Bah ça fait déjà beaucoup là, donc je voulais en parler dans une prochaine vidéo justement. Qu'est-ce que c'est l'idéologie, les plusieurs idéologies qu'il y a, encore une fois, on confond beaucoup de choses dans l'idéologie, comme le mot politique. Donc il y a plusieurs sens de quoi on parle quand on parle d'idéologie. En revanche, j'ai deux petites surprises à la fin de la vidéo. La première, c'est une petite vidéo complémentaire à celle-ci. Bon, c'est plutôt un podcast qu'une vidéo. Et le deuxième, c'est une vidéo d'Étienne Klein, qui justement lui aussi fait une petite réflexion entre la capacité de nuancer un propos et avec l'espace dans lequel il se situe. Ou plutôt la différence d'espace qu'il y a entre nous et notre interlocuteur. Peut-être que la nuance, excusez-moi, mais c'est peut-être un peu emmerdant. Et les gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Moi j'ai l'impression quand je regarde les réseaux sociaux qu'en effet il faut choisir son camp et en fait il est plus facile de cliquer j'aime ou j'aime pas. Il est même plus facile de haïr. Mais quand je discute avec des gens dans la rue, avec des amis, moi j'ai pas l'impression que les gens réagissent comme ils le font sur les réseaux sociaux. Autrement dit, quand vous êtes physiquement devant quelqu'un, la nuance revient. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si oui, mets un pouce en l'air et abonne-toi. Et si t'es vraiment motivé, tu peux regarder deux de mes vidéos en bas de l'écran. Une qui démarre une série sur la thématique de l'éducation et l'autre sur la notation scolaire.